La commande, c'était de parler des smartphones et du TDAH. Je voulais quand même parler un petit peu de numérique avec vous. C'est vrai que les aspects numériques, vous le savez tous, sont très importants maintenant. On est tous ultra connectés, on a tous des smartphones, on utilise tous Internet et à vrai dire, on ne peut pas s'en passer. Et particulièrement nos enfants qui sont, on appelle ça un digital naïve en anglais, c'est-à-dire ils sont nés avec ça. Et donc, ils ont toujours vécu avec ça. Et c'est évidemment une voie d'accès pour à la fois les informer, les prendre en charge, on va voir, qui est essentielle. Alors, il y a beaucoup d'aspects, en fait, dans les aspects numériques. Il y a d'abord tout ce qui concerne, on va dire, l'information santé, un peu de base, qu'on peut faire aux patients, informer les gens et qui sont au fond, voilà, les sites internet, les choses, qu'est-ce qui se passe, savoir ce que c'est un petit peu. Et donc, c'est extrêmement important dans des pathologies qui sont très stigmatisantes de pouvoir savoir qu'il existe des sites qui informent sur la pathologie, qui informent sur les difficultés, qui informent sur le handicap qu'elle produit, qui montrent que vous n'êtes pas tout seul et qui donnent des informations de tous les jours auxquelles il n'est pas facile, sauf si on se connecte au truc d'hyper super, d'avoir accès. Il y a également un autre aspect dans les aspects numériques qui est tout ce qui est capteur. Alors, ça a été beaucoup utilisé en médecine dans le cas du diabète, vous le savez, si vous avez des diabétiques autour de vous, et en psychiatrie un peu aussi, peut-être un peu moins, beaucoup avec des systèmes de mouvement, vous savez, avec les systèmes Kinect qui permettent de compter les mouvements. Ça a été utilisé dans la dépression, un petit peu effectivement dans le TDAH. Et ça a été récemment utilisé, par exemple, dans une étude assez marrante dont je vous parle. Je vais vous citer deux, trois exemples un peu comme ça, qui est fait par l'équipe de Stanford, qui est très récente, qui utilise les Apple Watch pour mesurer le mouvement. Ça, c'est relativement classique, mais qui surtout, quand les mouvements sont soit trop puissants, soit trop fréquents, font un petit retour avec vibration au niveau du poignet pour essayer de diminuer un peu le mouvement pour ceux qui ont une forme hyperactive, en tout cas les enjoindre à le faire, et qui a montré récemment d'assez bons résultats, donc simplement avec quelque chose qui est au fond plutôt un encouragement à diminuer le mouvement. Vous voyez que ça peut être des choses simples et en fin de compte plutôt aidantes parce que cette hyperactivité, bien entendu, les sujets ne se rendent pas compte qu'ils l'ont nécessairement et donc ça peut être une aide intéressante et c'est probablement des choses qui peuvent être des progrès. Alors évidemment, on parle beaucoup de tout ce qu'on appelle stimulation cérébrale, qui maintenant s'est considérablement digitalisé et simplifié avec des appareils qui sont portables, et vous connaissez sûrement ces appareils qui consistent à faire des stimulations cérébrales superficielles, hein, donc c'est vraiment pas des choses qui sont dangereuses. D'ailleurs, c'est l'innocuité est vraiment la règle, qui sont utilisées la nuit avec des gens qui s'endorment, avec des petits trucs sur la tête qui envoient des légères impulsions qu'on ne sent pas et qui sont censés stimuler des zones cérébrales qui seraient, disons, perturbées chez les individus avec TDAH, notamment évidemment les zones responsables des phénomènes attentionnels et des processus attentionnels, de manière à pouvoir les aider. Et ça, c'est utilisé, alors, dans les pays comme les États-Unis, c'est pas mal utilisé. En France, un peu moins, mais c'est probablement amené à se développer. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est, je ne pouvais pas ne pas en parler quand on parle de numérique, toutes les visioconférences, et puis d'une certaine manière aussi les téléconsultations qui se sont beaucoup développées. Le confinement a montré que effectivement c'était possible. Et il y a eu plusieurs études, en particulier canadiennes, au sujet des téléconsultations avec les enfants présentant un TDAH. Alors, qui montrent que, en fin de compte, c'est assez pertinent. Alors, ça peut être difficile hein, parce que l'enfant bouge. Moi, j'en ai fait un certain nombre. Et alors, vous vous retrouvez devant l'écran, il n'y a plus personne devant l'écran, il est parti. Et puis après, il faut rappeler les parents, mais vous n'avez pas, il faut les appeler par téléphone. Mais en fin de compte, sur la masse de téléconsultations qui peuvent être faites dans des pays comme le Canada qui le font depuis longtemps parce que c'est très, 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 très grand, ils ont trouvé que c'était un élément facile et ça peut être aussi un élément pour rapprocher les spécialistes des familles et des sujets, en particulier dans les zones géographiques où il n'y a pas grand-chose. Alors, les interventions par Internet,
Il y a énormément de traitements aujourd'hui qui sont accessibles, y compris en France. Vous connaissez, j'imagine, le programme CogMed, mais il y en a d'autres qui sont au fond des petites choses qu'on fait par Internet et qui permettent de stimuler des processus cognitifs, notamment l'attention. Alors, je crois voilà, que j'ai un petit exemple pour vous montrer. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. On vous montre des petites boules. Ça fonctionne comme un 10 mots pour les plus vieux d'entre vous. Puis ensuite, vous devez refaire exactement la même chose que les petites boules. Donc, ça nécessite de vous d'être concentré. Parfois, il existe avec des distracteurs. Et en fait, l'idée, c'est un phénomène un peu d'entraînement. Il y a pas mal de choses. Je vous ai mis là deux, trois trucs qu'on peut glaner sur les stores divers, Apple Store et Google Play, qui sont des petites choses comme ça, d'entraînement cognitif, ça s'appelle. Un des problèmes qu'on a, c'est que la littérature nous montre que si ça fonctionne bien dans l'immédiat, les effets ne sont pas extrêmement durables. C'est un peu comme s'il fallait en faire tout le temps. C'est une sorte d'entraînement qui se perd, un peu comme un entraînement musculaire. Mais c'est quand même des choses qui fonctionnent sur un temps aigu. Et il y a un certain nombre de gens qui l'utilisent. Et c'est plutôt assez efficace. Alors, il y a des programmes comme ça qui sont gratuits, d'autres qui sont légèrement payants, bien sûr. Mais c'est sur ce principe-là. Et ça, c'est un vrai apport du numérique parce qu'on peut le faire tout le temps, évidemment. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux fermés ou de groupes Facebook fermés qui permettent à des individus ayant un TDAH, alors pour les adultes, ça marche très très bien, à parler un peu entre eux, comme vous le faites là actuellement sur le chat, pour partager des informations, parfois partager simplement des petits conseils de choses pratiques. Ça fonctionne très très bien. Là aussi, l'un des grands avantages de tout ça, c'est que ça permet d'avoir des conseils et de poser des questions à des moments où il n'y a pas forcément accès à un spécialiste. Évidemment, le soir à 22 heures, ce n'est pas facile de contacter votre médecin, sauf s'il est extrêmement sympa. Il y a toute la dimension qu'on appelle les serious games. Ça, c'est vraiment important. D'autant plus qu'il y a un serious game particulier qui, je vais vous présenter ici. Vous allez regarder vite fait, ça dure 20 secondes. Bon, je vous coupe parce que c'est pas la peine d'en voir trop. Alors, c'est très étonnant. C'est une sorte de serious game, ça veut dire un jeu sérieux, mais en fait, c'est une sorte de jeu vidéo qui a été approuvé par la FDA, l'équivalent de l'AMM en France ou de l'Agence européenne du médicament. Donc, pour prendre en charge les individus avec TDAH, c'est un jeu qui est adaptatif pour stimuler l'attention, c'est-à-dire en fait, en gros, vous avez vu, hein, on conduit, alors ça se fait sur un iPad en général, avec le mouvement, on conduit un petit vaisseau spatial et on doit passer dans des zones particulières. Enfin, c'est comme un jeu habituel, sauf qu'il est bourré d'intelligence artificielle. C'est une société de Boston en particulier, en partenariat avec le MIT qui fait ça. C'est un truc assez sophistiqué qui apprend de la façon de jouer du sujet pour lui proposer des situations attentionnelles et des distracteurs qui sont adaptés à lui pour forcer en fait ces activités attentionnelles et ses capacités à se concentrer. Alors, ça a été, alors l'étude est un peu, il y a plusieurs études, mais elles sont toutes un petit peu bourrées de conflits d'intérêts, parce que c'est essentiellement des gens qui soit travaillent, soit sont sponsorisés par la boîte qui développe ce truc-là. Ceci dit, c'est sans grand risque. Et puis, alors, surtout, il y a plusieurs études qui montrent qu'évidemment, et je l'ai mis avec un petit smiley, la compliance est parfaite, puisque vous jouez sur l'intérêt du jeu vidéo. Alors, mes collègues addictologues pourraient penser que ça pourrait être légèrement addictif. C'est un peu, de toute façon, les enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo, surtout qu'il s'agit de sessions en général qui durent 4 semaines, où il faut jouer 30 minutes par jour. Donc, vous voyez, vous prescrivez ça, c'est prescrit sur une ordonnance, et c'est 5 jours par semaine. Ça a été approuvé en juin 2020. La société en question a encore énormément de projets. J'ai été regarder sur le grand registre des études en cours. Ils ont énormément de projets autour de ça pour développer beaucoup de choses. Ils associent à ça un certain nombre de données. Vous pouvez remplir des petits questionnaires qui peuvent être aussi simples que des commerces et autres pour ensuite, de manière intelligente, avoir des conseils adaptés. Enfin, ils développent dans l'ensemble tout un environnement, tout un écosystème autour de ça. Il
ne sais pas si c'est l'avenir ou si ce n'est pas l'avenir, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui va se développer grandement. Voilà, bon, donc oui, c'est pour stimuler les zones cérébrales, c'est pareil, c'est le même principe que les champs genre Cogmed et autres, sauf que ça a un avantage, c'est qu'a priori, les résultats seraient un peu plus durables, probablement en raison de la charge émotionnelle importante qu'il y a au moment du jeu, qui pourrait jouer un certain rôle, ce qui est assez intéressant du point de vue strictement cérébral, et probablement aussi du fait que, bien entendu, l'intensité du jeu, enfin le fait de jouer comme ça est quand même beaucoup plus facile que les jeux où il faut repérer des boules colorées qui sont assez vite lassants. Je dirais quand même un petit mot sur la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle, c'est probablement un mode de progrès, même s'il y a peu d'expérience dans le TDAH, mais il y en a beaucoup dans d'autres domaines de la psychiatrie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. L'intelligence artificielle, bien sûr, c'est le grand avenir, mais pour la psychiatrie, vous verrez, je vous en dirai un petit mot, c'est probablement plus compliqué que ça en a l'air. Alors pour les smartphones, pourquoi s'intéresser aux smartphones ou aux tablettes? Pour ça, parce que si vous avez des enfants autour de vous, vous n'avez qu'à vous retourner, il y a une chance sur deux qu'ils soient devant leur smartphone, puis s'ils sont plusieurs, ils sont peut-être tous devant leur smartphone, comme sur cette image. Le smartphone, c'est aussi aujourd'hui, et même si l'élément là est ancien, les données plus récentes montrent exactement la même chose, un moyen pour les plus jeunes de se connecter à Internet, et c'est le moyen principal. Donc, c'est probablement en mettant des choses et en faisant des choses qui soient visibles ou regardables d'un smartphone qu'on peut probablement mieux connaître. Alors, ce qui est assez important également par rapport au smartphone, c'est ce qu'on appelle le phénotype digital, peu développé dans le TDAH, et c'est bien normal, mais je voulais vous en dire un petit mot. En gros, l'idée, elle est de dire que quand vous utilisez votre téléphone, qui est le truc que vous utilisez le plus pratiquement dans la journée, vous laissez un certain nombre de traces de votre comportement et que ces traces de votre comportement peuvent être à la fois prédictives d'un certain nombre de troubles que vous avez, mais surtout prédictives de l'évolution d'un certain nombre de troubles. Et il y a notamment une société qui s'appelle Mindstrong, qui est développé par un type qui était avant directeur d'une grosse structure aux États-Unis de recherche en santé mentale en général, et qui a monté sa propre petite boîte après avoir fait un petit tour chez Google, et qui a développé une application qui permet, en regardant la façon dont vous balayez votre écran pour passer d'un écran à un autre, votre écran de smartphone, la vitesse et puis les caractéristiques de la façon dont vous le faites, de prédire éventuellement les récidives de dépression chez les sujets uniquement avec ça, et de pouvoir alerter éventuellement le sujet, voire des gens autour d'eux. Je vous rappelle que Facebook, Instagram le font déjà. Si vous tapez suicide, vous pouvez le faire tout de suite dans Instagram. Vous allez automatiquement tomber, avant des résultats de votre recherche, sur un numéro d'appel pour personnes éventuellement ayant des troubles dépressifs et ou des idées suicidaires. Donc, cet élément-là est très important, et ça peut être, au passage, l'idée de pouvoir suivre différemment l'évolution, disons, transversale, c'est-à-dire dans le temps, des symptômes chez les sujets, qui est quelque chose qui manque beaucoup. On a des évaluations comme ça régulières à des moments de consultation, mais les consultations sont souvent éloignées les unes derrière les autres, enfin, les unes des autres, alors que là, ça permettrait d'avoir, au fond, quelque chose de très quotidien, fait qu'on appelle, nous, écologique, et en plus dans le milieu habituel du sujet. Donc vers un peu la vraie vie. Et puis ça prend évidemment les informations sur le type digital de votre activité Facebook, de tout ce que vous faites. Il y a même une petite pompe à essence, parce qu'un certain nombre de pompes à essence sont connectées. Pour les adultes qui prennent de l'essence, on voit les fréquences des choses. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Alors nous, on travaille plus particulièrement sur un des domaines du digital qui s'appelle l'empowerment, c'est-à-dire au fond ce qu'on appelle développer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire c'est remettre le sujet au cœur de son soin et au cœur de sa prise en charge, et de le rendre vraiment acteur de sa prise en charge. Alors, il y a des choses qui existent, qui sont, Sébastien en a parlé pour les adultes, mais ça marche aussi pour les adolescents, on va dire, tout ce qui est des choses qui permettent de vous organiser dans le temps, de faire des petites routines, voilà, c'est une sorte de calendrier un peu amélioré qui vous permet de scander votre journée et de vous organiser. Puis, si vous avez une difficulté à percevoir le temps qui passe. Et l'idée de tous ces appareils, et quand on va beaucoup plus loin dans cette notion d'aider le pouvoir d'agir, c'est de transformer au fait l'outil digital en une sorte de tiers qui vient s'intégrer au milieu de la relation un peu singulière entre
le patient et son médecin, ou alors un sujet et son équipe de soins ou d'intervention, et qui va au fond pouvoir aider et combler aussi le vide parce que je lisais également dans le chat les remarques que vous faites, vous dites souvent, bah oui, mais les questions se posent, c'est au moment par exemple, quand on se lave les dents, l'exemple qu'a pris Nathalie plusieurs fois, en général, c'est pas dans la journée, et c'est à ce moment-là que vous auriez besoin d'aide, et c'est à ce moment-là que les outils digitaux que vous avez toujours avec vous peuvent avoir une certaine utilité. Alors nous, on travaille sur beaucoup de projets d'empowerment comme ça. Certains sont plus ou moins matures que d'autres. On en a dans l'autisme qui est terminé, on en a un dans le suicide qui n'est pas tout à fait terminé, et on a une application que je vais vous présenter là tout de suite, qui devrait être mature d'ici maintenant 2 mois, et on commencera l'étude à la rentrée prochaine, pour l'aide aux devoirs chez les sujets qui présentent un TDAH. Puis on a une application de suivi des traitements qui, elle, en est encore au stade de projet. Alors, ce programme d'accompagnement numérique d'aide aux devoirs dans le TDAH, c'est pour les devoirs à la maison, sujet important s'il en est, et peut-être pas d'ailleurs que pour les enfants qui ont un TDAH, qui s'appelle Panda, donc c'est son acronyme. Tout autour de l'application, c'est un petit panda que nous a fait le graphiste, que je trouve assez joli, qui est mis en place. L'idée, c'est de pouvoir rentrer dedans dans un environnement sécurisé. C'est pour l'enfant, c'est utilisable sur un smartphone ou sur une tablette. On va avoir effectivement une ultra personnalisation. Vous pouvez avoir ce panda qui peut avoir toutes les formes. Vous pouvez décider de la couleur une fois que vous avez décidé les thèmes, et on en a même encore un peu plus maintenant. On va vous poser un certain nombre de questions pour paramétrer l'appareil, en vous disant, ben voilà, quels sont les endroits, ça va très loin, ça va y compris pour les enfants dont les parents sont divorcés, on leur précise, leur demande leur emploi du temps en semaine A ou en semaine B, on leur demande à quel endroit ils travaillent le plus facilement, est-ce que c'est dans le salon, est-ce que c'est dans la cuisine, est-ce que c'est dans leur chambre, on leur demande dans quelle matière ils sont bons ou pas bons, et dans quelle matière ils aiment ou ils n'aiment pas, ce qui peut être un peu différent. On prend énormément d'informations comme ça de départ, on leur demande quels sont les copains ou éventuellement les ressources qu'ils utilisent. Avec les enfants maintenant sont sur des groupes WhatsApp et travaillent quasiment ensemble. Quelles sont les ressources qu'ils utilisent quand ils sont en difficulté. Et une fois que l'application est paramétrée comme ça, on peut rentrer dedans. Et là, on va chaque jour l'accompagner de manière relativement autonome. C'est-à-dire, c'est aussi pour dégager les parents de ce face-à-face souvent irritant, pour ne pas dire parfois agaçant, pour ne pas dire parfois énervant, pendant les devoirs à la maison. On va lui demander comment il se sent. On va être extrêmement positif, extrêmement toujours dans une communication à son égard, même quand les choses vont mal, qui essaie de voir les choses bien plutôt que les choses mal. Donc, on lui demande un peu comment il va, ce qui va permettre à l'application de s'adapter dans la manière dont elle va présenter les choses. On va secondairement voir avec lui ce qu'il a comme devoir, lui demander au passage si dans son sac qu'il a derrière, il a bien tout, enfin sur la table, il a déjà tout ce qu'il lui faut pour travailler. Vous savez que ces enfants sont parfois un peu désordonnés et puis n'ont pas le compas pile dans un truc où il faut travailler avec le compas. On va lui demander quelle matière il a à faire. Surtout, on va lui demander quelle matière il veut faire parce qu'il aura rempli préalablement son emploi du temps sur 15 jours. C'est-à-dire chaque jour, quand il rentre, on lui demande quelle matière on lui a donné, il remplit un peu, il implémente l'emploi du temps. Et puis, en fait, on va lui demander ensuite quelle matière il veut travailler. Quand on va lui demander quelle matière il veut travailler, il va proposer un ordre pour les faire. Je vais faire, je sais pas, les mathématiques, l'anglais, je sais pas quoi, enfin, dans cet ordre-là. Une durée pour chacune de ces matières. Je vais en mettre, je sais pas, je pense que j'en ai pour un quart d'heure, je pense que j'en ai pour 20 minutes. Une fois que l'application aura travaillé un peu, elle va pouvoir apprendre. Il peut évidemment appeler un ami s'il est en difficulté, puisqu'on l'aura dedans. L'application est en capacité d'apprendre, c'est-à-dire qu'elle va voir que quand il avait demandé 15 minutes, il a dû demander du temps supplémentaire à l'application. Donc peut-être qu'éventuellement, comme il est très encombré quand il fait du français, que ça lui prend beaucoup de temps, c'est peut-être pas la peine de le mettre en premier. On va lui suggérer de le mettre en dernier, en lui expliquant que ce sera peut-être plus facile. L'encourager régulièrement. On va l'encourager en lui disant que c'est bien. On va lui proposer de faire des pauses s'il veut en faire, et on va pas lui dire du mal en disant que c'est pas bien de faire des pauses, mais on va lui dire que c'est important, qu'il a besoin, que c'est peut-être bien, qu'il a suffisamment bien travaillé, qu'il faut peut-être qu'il s'y remette un peu après. On va essayer d'être très enveloppant comme ça. On a travaillé avec une orthophoniste qui fait des groupes Barclay depuis longtemps, qui participe au groupe IFAM, qui a tout un vocabulaire comme ça, qui est plutôt positif, mais qui en fait le maintient un peu.
En fin de parcours, on en est un peu au début, la graphiste n'a pas tout à fait terminé, mais en gros, le petit panda construit une bambouseraie et cette bambouseraie grandit au fur et à mesure du temps de son travail, toujours en essayant de positiver. S'il n'a pas bien travaillé, bah, écoutez, il n'a pas bien travaillé. La bambouseraie grandit pas beaucoup, mais on le félicitera quand même d'avoir quand même réussi à essayer de faire un petit peu dans une journée où il n'était pas très en forme. Le tout en autonomie, basé quand même sur le fait que les parents peuvent, avec l'accord de l'enfant ou de l'adolescent, accéder à une partie de l'application pour voir avec lui et discuter avec lui, mais ça n'est pas obligatoire. On va tester cette application à partir de septembre-octobre, basé essentiellement, c'est le critère principal, sur un questionnaire très particulier qui est un questionnaire qui interroge les parents sur, en gros, l'ambiance pendant les devoirs. D'où notre objectif, c'est pas tellement que le devoir soit mieux fait, on le souhaiterait, hein, mais c'est un objectif secondaire. C'est surtout que l'ambiance pendant les devoirs à la maison, soit plus calme, plus apaisée. Et on fait le pari que si elle est plus apaisée, ils seront plus performants. Donc il y a plusieurs centres en France qui participent, vous les voyez ici, à cette étude. J'en profite pour vous dire que, comme on va commencer le recrutement, vous pouvez vous rapprocher d'un de ces centres pour leur dire que vous êtes intéressé ou directement envoyer un mail à l'adresse que vous avez en mail en dessous, qui est celle donc de mon service, et on vous orientera et on gardera votre nom en donnant votre adresse, hein, pour qu'on sache vers qui vous orienter. Et on croit beaucoup à ce projet. On est assez reconnaissant qu'il ait été largement financé par un programme hospitalier de recherche clinique. Et je vous en donnerai des nouvelles, j'imagine, dans une prochaine AG, si je suis réinvité. Dans les points de discussion qu'on pourrait avoir tout à l'heure, vous savez, toutes ces applications numériques, le problème, c'est la Oui, sécurité des données qui sont des données confidentielles. J'ai terminé globalement. C'est l'acceptabilité, c'est effectivement la question des limites, c'est la question du marché, parce que beaucoup de ces applications sont faites par des entreprises qui, au fond, ont d'abord un intérêt, c'est de vendre leurs applications et de pas de faire autre chose. Et c'est évidemment les questions éthiques. Je vous remercie de votre attention un samedi après-midi, ce qui n'est pas si facile. Normalement, vous retrouvez cette présentation sur le site d'Hyper Super. Et sinon, vous pourrez la retrouver, j'imagine, sur mon site internet, puisque je la mettrai dès que j'aurai terminé. Je vous remercie beaucoup et je vais arrêter le partage.